Bien, bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir commencer avec un petit peu de retard. On est désolé, c'est un problème, petit problème technique, mais ça va être résolu. C'est en cours d'être résolu. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Jules Hébert, je suis coordinateur de programme au sein de la Fondation Heinrich Böll au bureau de Paris. La Fondation Heinrich Böll, c'est la fondation écologiste allemande. On fait des activités et des projets pour renforcer l'échange et la coopération franco-allemande ici à Paris. Je vais être court parce qu'on n'a du coup pas beaucoup de temps. Malheureusement, ça n'est pas extensible, donc on va devoir être bref et efficace pour parler d'un sujet crucial qui nous concerne tous. À savoir la crise sanitaire et la gestion de cette crise sanitaire. Pour en parler avec nous, on a 3 personnes, dont 2 que vous avez sur ce plateau. Charlotte Marchandise, qui est consultante en santé, qui travaille actuellement pour l'OMS, qui est ancienne adjointe à la mairie de Rennes chargée de la santé et qui a été présidente à ce titre du réseau des villes santé de l'OMS. Et Anne Swiris, adjointe à la maire de Paris en charge de la santé. Alors je ne détaille pas tout le titre qui est long mais qui est essentiel pour des raisons de temps. Donc Anne Swiris, vous étiez aussi adjointe à la santé sur la fin du mandat précédent, donc vous avez vraiment suivi la gestion de la crise sanitaire. On a une 3e intervenante qui va nous rejoindre en Zoom dès lors que cela fonctionnera, puisque pour l'instant ça ne marche pas, à savoir Léonie Dirks, qui est directrice du bureau central du ministère des Affaires sociales et de l'intégration du Bade-Württemberg, donc une intervenante allemande. Ce ministère étant chargé des questions de santé. J'espère que vous m'entendez bien et que... Oui. Très bien. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet capital pour nous tous et nous toutes. On le voit à travers la façon dont nous sommes masqués, ou en l'occurrence distanciés sur ce panel et dans cette salle. On voit qu'il y a eu des conceptions et des moyens de gérer cette crise de façon différente entre différents pays. Et là, en l'occurrence, les pays sur lesquels on va se pencher, c'est la France, l'Allemagne et puis aussi différents autres pays comparables à l'échelle internationale. Macron disait le 16 mars, nous sommes en guerre. Steinmeier, le président allemand, répondait non, nous ne sommes pas en guerre, c'est un test de notre humanité. Donc la question que moi je voudrais qu'on se pose, c'est est-ce que ces 2 déclarations sont simplement des combats sémantiques ou des véritables conceptions différentes de la gestion de la crise. On va en parler avec des cas assez précis, donc avec le cas de Paris et le cas du Bade-Württemberg. Vous savez que l'Allemagne est une organisation un peu différente de la nôtre, puisque c'est un État fédéral, donc, et la compétence de santé est aussi partagée par les Länder. Donc on y reviendra certainement avec Léonie Dirks. Et puis avant de commencer, je voulais vous reciter quelques chiffres pour qu'on soit un peu sur le même plan, au moins sur la comparaison franco-allemande. Pour l'instant, le bilan de l'épidémie en France, c'est 220 000 cas, 30 000 morts à peu près, et ce qui fait un chiffre de 454 morts par million d'habitants. En Allemagne, on est à 230 000 cas, donc assez similaire, et un nombre de morts de 9 000 morts avec un ratio de 111 morts par million d'habitants, donc un ratio beaucoup plus faible. Une capacité de test en Allemagne de 900 000 tests par semaine, en France, je crois, de 600 000, on approche de 700 000, en tout cas ce qui est déclaré officiellement par le gouvernement. Voilà, donc des fortes différences. On va essayer de comprendre pourquoi il y a ces différences et de voir aussi quelles leçons on peut tirer de cela. Est-ce qu'on a déjà le contact avec Léonie Dirks sur Zoom? Oui, le contact est établi. Très bien. Léonie Dirks, ich hoffe, Sie hören uns gut. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind, auch wenn nur digital, leider. La traduction doit aussi venir pour la salle. Sinon, vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc, si on pouvait amplifier l'interprète dans la salle pour que ma traduction puisse être entendue. On peut amplifier l'interprète. Voilà. Vous m'entendez? Parfait. Donc je reprends. Léonie Dirks, alors Léonie Dirks, merci heute sind, auch wenn nur digital. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Ihnen. On est très content de pouvoir échanger avec vous. Donc, vous venez du Baden-Württemberg, un État fédéral de l'Allemagne. Et malheureusement, je n'entends pas ce que Jules dit. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je m'entends, moi, parler dans la salle. Par contre, je ne vous entends pas, Jules. Je vous prie de m'excuser. Mais il y a un problème technique. J'aimerais bien que la technique résolve. Ouais, voilà. Ah, merci. Alors,
ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord passer la parole à Hans Wiris et on va Also vielleicht essayer de résoudre les problèmes techniques. wir werden also das Wort jetzt an Hans Wiris weitergeben und werden dann versuchen, die jetzt, technischen Probleme ça marche maintenant. Très bien. Alors, on entsprechend zu reprend, pardon, lösen. Leonie Dirks. Also Leonie Dirks. Leonie Dirks, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind, auch wenn nur digital. Ich hoffe, Sie hören uns gut. Und ich hätte eigentlich zwei Fragen an ihn. Ich werde die erste Frage erstmal stellen und hoffe, dass wir Zeit haben, um die beiden Fragen zu behandeln. Erste Frage, wie war die Reaktion auf die Epidemie? Quelle était la réaction à l'épidémie? D'accord. Très bien, vous n'entendrez pas ma question. C'est pas grave. Also, wie war die Reaktion auf Donc, die Epidemie quelle était la réaction à l'épidémie au sein de votre ministère et comment vous êtes organisé avec au niveau de votre État fédéral et comment vous jugez en fait les avantages et inconvénients de la gestion de la crise en fait de manière décentralisée en Allemagne à niveau des Länder ou alors de manière centralisée en France et comment cela se passe à votre avis? Hören. Ich wurde gebeten, einige Dinge zum Föderalismus in Deutschland zu sagen. On m'a demandé donc Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 16 Bundesländer, die eigene Kompetenzen in der Gesetzgebung haben. Das bezieht sich auch auf den Gesundheitsbereich. Während der Bund beispielsweise zuständig für die Gesetzgebung in Bezug auf das Krankenversicherungssystem ist, haben die Bundesländer die Zuständigkeit für die Krankenhausplanung und auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst inne. Und dieser öffentliche Gesundheitsdienst spielt ja die Schlüsselrolle in der Bekämpfung der Pandemie. Jedes Bundesland hat ein Gesundheitsministerium. Das bedeutet, dass 16 Gesundheitsminister in Deutschland sich koordinieren müssen im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz und sich dort auch mit dem Bundesgesundheitsminister, mit Jens Spahn, koordinieren. Aus unserer Sicht hat es relativ gut funktioniert innerhalb der Pandemie. Wir haben uns täglich oder wöchentlich abgestimmt, je nach Lage, und sind auch der Auffassung, dass diese dezentrale Organisation im Gesundheitsbereich sehr viele Vorteile im Rahmen der Pandemie mit sich gebracht hat. Insbesondere die schnelle Reaktionsfähigkeit und die passgenaue Reaktionsfähigkeit angemessen an jeweilige Lage. Wir waren in Deutschland damit konfrontiert, dass insbesondere Bayern und Baden-Württemberg zu Beginn der Pandemie verursacht durch Reiserückkehrer nach den Faschingsferien im Februar das Virus eingetragen haben und wir sehr, sehr viele Fälle hatten, wohingehend der Norden von Deutschland kaum betroffen war. Und insofern war es für uns sehr wichtig, dass wir auch die Rechte dazu hatten, regional sehr viel stärker zu reagieren, als es die Nordländer zuerst gemacht haben. Insbesondere in Bezug auf Maßnahmen, Lockdown, Schulschließung oder auch Schließung von Geschäften sind wir auch der Meinung, dass es regional angemessen verwendet werden muss, dann nicht ein ganzes Land zum Beispiel schließen muss, wenn die Zahlen sehr unterschiedlich innerhalb der Republik verteilt sind. Der Nachteil, es gibt sicherlich auch immer Nachteile bei einer dezentralen Organisation. Dazu würden wir jetzt sagen, insbesondere ist es für die Bürger manchmal ein Nachteil, wenn in jedem Bundesland unterschiedliche rechtliche Regelungen vorherrschen. Das ist bei uns der Fall. Jedes Bundesland regelt zum Beispiel selbst, welche Veranstaltungen noch erlaubt sind, mit welcher Teilnehmerzahl. Und das kann dann dazu führen, dass ich eine Hochzeit in Baden-Württemberg nur mit 20 Personen feiern darf, wohingegen ich sie im anderen Bundesland, wenn ich über die Grenze fahre, schon mit 50 oder 100 Personen feiern kann. Das führt natürlich bei den Bürgern teilweise zu einer Überforderung und auch zu Unverständnis. Deshalb bemühen wir uns zwischen den Bundesländern weitestgehend abzustimmen, damit alle die gleiche Linie fahren. Das ist aber nicht in jeder einzelnen Regelung tatsächlich der Fall. Ich sage noch zwei Worte zur Organisation in unserem Ministerium. Wir haben sehr, sehr schnell nach Ausbruch der Pandemie in Europa und insbesondere der Verschlechterung der Lage in Italien ein Krisenstabsministerium einberufen, haben eine Lenkungsgruppe innerhalb der Landesregierung gegründet. Das bedeutet, dass das Staatsministerium, also die Staatskanzlei, diese Lenkungsgruppe geleitet hat, alle Ressorts darin beteiligt waren und wir die Regelungsmaßnahmen für das Land abgestimmt haben, sowohl was die Versorgung der Bevölkerung angeht, aber auch was die Beschaffung von Schutzmaterialien
mesures, en fait, l'achat des mesures de protection, les masques, les vêtements de protection pour les personnels de santé, etc. Et donc, ils ont coordonné tout ça avec les intéressés. Bien évidemment, on était de cette manière-là en rapport direct avec les hôpitaux, avec les centres d'urgence, avec les centres de triage, le cas échéant. Donc, voilà mon apport en ce qui concerne l'organisation centrale versus l'organisation décentrale. Merci beaucoup, Léonie Dirks. Je vais reposer une question en allemand pour la technique. Eine weitere Frage, wie ist die Zusammenarbeit mit Frankreich gelaufen? Comment vous diriez que s'est passée la collaboration avec la France? Nous avons vu qu'il y a eu même échange de patients. En fait, l'Allemagne nous a donné un sacré coup de main en acceptant dans ses hôpitaux, au-delà de la frontière, les patients souffrant en souffrance française. Oui. Alors, la collaboration entre la France et l'Allemagne dans le cadre de la crise, c'était un petit peu inquiétant au départ. Ce qui avait trait au fait que tout le monde était dépassé par les événements. Il faut être honnête pour le constater tel quel. Donc, nous avons eu donc les informations de l'Alsace. Les chiffres ont augmenté de manière drastique par rapport aux nôtres. Donc, on avait également les mesures qui ont été prises du côté allemand. Donc, ça, c'est le conseil du Rhin supérieur, en fait, le Grand Est ou la région Grand Est et le Bade-Württemberg se sont coordonnés. Et donc, on a vu également que les capacités du côté français étaient épuisées, largement épuisées, et que donc, de notre côté, on avait encore des capacités de livres et on pouvait donc accepter des patients en souffrance extrême. Donc, c'était plus logique de le faire parce que plus proche physiquement, en fait, que de transférer dans un hôpital à Rennes ou à Brest ou ailleurs en France. Fort heureusement, on était capable d'aider certains malades français. Peut-être pour l'avenir, on va intensifier notre travail de coordination. On va donc travailler, intensifier nos travaux avec l'ARS et la région Grand Est pour justement échanger de manière beaucoup plus réactive et agile les données et donc pour coordonner également les mesures de confinement ou de trouver le patient zéro ou de trouver l'origine d'un cluster pour poursuivre toute cette chaîne d'infection. Et donc, ça, on a réussi à le faire de manière décentralisée en Allemagne et on voit quand même, j'ai l'impression que les régions en France sont un petit peu amputées dans leur liberté de communiquer parce qu'en fait, tout ça, ça se passe en fait en France de manière centralisée via Paris. Voilà mon impression. Vielen Dank, Léonie Dirks, für Ihren Beitrag. Und vielen Dank, dass Sie cette intervention. Merci d'être venu. Ça aurait été certainement mieux si vous aviez pu venir et j'espère que dans quelques semaines, ça sera possible. Oui, je l'espère également. Merci beaucoup et un grand bonjour à Paris. Merci. Donc merci à Léonie Dirks pour sa participation. Désolé pour les problèmes techniques, mais heureusement, ça fonctionne quand même. On a essayé d'être ambitieux, c'est-à-dire non seulement faire des JDE qui sont retransmises avec des intervenants allemands qui interviennent par Zoom et qui en plus sont traduits pour vous. Donc voilà, parfois il y a des petits problèmes, mais ça finit par fonctionner. Anne Swiris, on va parler de Paris un petit peu maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la stratégie de la ville de Paris que tu as mis en place et que vous avez mis en place à la mairie de Paris, dans la limite des compétences évidemment de la ville, et comment vous avez travaillé avec l'État et avec le gouvernement dans la gestion de cette crise? Merci beaucoup d'abord d'organiser cet atelier parce que je pense que c'est extrêmement important d'avoir non seulement un retour sur ce qui s'est passé, mais aussi de comparer
avec une politique qui, elle, a fonctionné, qui est celle de l'Allemagne, alors que la nôtre a été quand même très déficiente. D'un bout à l'autre, elle l'est encore. D'ailleurs, j'estime qu'on n'est pas encore arrivé assez loin pour remettre en cause suffisamment ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, au niveau de Paris? À la différence de l'Allemagne et des Länder, nous n'avons pas de capacité de réagir et d'une action autonome au niveau régional et encore moins au niveau d'une ville. Néanmoins, nous avons décidé avec la maire de Paris de prendre un certain nombre de libertés et de devancer l'État pour éviter le pire. Donc dès janvier, par exemple, dès janvier, quand il y avait au départ, on voyait déjà l'épidémie monter dans la région de Wuhan en Chine, et qu'il y avait les festivités qui se préparaient, les festivités chinoises du Nouvel An chinois dans le 13e et le 19e à Paris, eh bien, nous avons réfléchi à ce moment-là, alors que l'État nous a dit surtout ne faites rien, surtout n'inquiétez pas les gens et ne mettez pas les personnes en quatorzaine, n'interdisez pas, ni n'annulez pas, ni ne reportez pas les festivités. Nous avons décidé, en accord avec les communautés chinoises et les associations, de reporter. S'inédier, parce que de fait, comme la crise du Covid ne s'est pas totalement arrêtée, on peut le dire, bien évidemment, ça ne s'est pas refait, mais néanmoins, avec leur accord, de reporter les festivités dans les rues. C'était des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui étaient prévues pour se rassembler, y compris des gens qui venaient de Chine et de toutes les régions. Donc, effectivement, c'était se mettre en danger, les mettre en danger, eux, et donc on a pris la décision avec eux de le faire contre, à l'époque, l'avis du gouvernement. De la même manière, on a, dans les écoles, il y avait des enfants, des familles qui revenaient de Chine, de la région de Wuhan, et qui venaient nous voir, venaient voir la mairie, venaient voir les directeurs d'école en disant est-ce qu'il faut qu'on remette nos enfants à l'école tout de suite, est-ce qu'il faut attendre? Donc nous avons proposé le fait d'attendre 14 jours avant de revenir. Et ça, c'est pareil, le rectorat nous a dit non, mais c'est pas possible, et même a envoyé une lettre en disant ramenez vos enfants à l'école. Donc il y avait une négation, je vous raconte ce début d'histoire, parce qu'une négation qui était assez considérable de la situation, et qui faisait qu'on se retrouvait dans une situation où soit on ne faisait rien avec le gouvernement, mais avec vraiment... Nous, on voyait en fait ce qui se passait, qui était en train de se passer. Et les gens qui revenaient de Chine, parce qu'il y avait énormément de vols qui revenaient de Chine à ce moment-là, puisqu'il y avait les festivités, justement, eh bien, ils étaient inquiets, eux. Donc, on a fait avec. On a décidé, dès ce moment-là, de faire avec, alors avec, en l'occurrence, la communauté chinoise, mais aussi après, avec les Parisiens, à chaque fois qu'on pouvait faire, ce qui n'est pas dans la culture française, ce qui n'est pas dans la culture de notre État très centralisé, et qui, au contraire, fait pour, mais fait rarement avec. Donc on a pris cette décision dès janvier avec Anne Hidalgo, et sur les écoles et sur les festivités. Et puis après, s'est posée la question du masque, des tests, qui s'est posée effectivement assez vite sur l'espace public, puisque qu'est-ce qu'on faisait? Alors là, vous avez bien vu, en France, il a été dit par notre ministère immédiatement que ça ne servait à rien, les masques, donc autant ne pas en porter ni n'en acheter. Alors nous, ce qu'on a fait, on a fait le contraire de ça, puisqu'on a fait le comptage de tous nos masques, on les a réunis, y compris nos masques périmés. On les a fait retester pour vérifier quand même qu'ils étaient toujours protecteurs, parce que malgré tout, c'était absolument important, mais on s'est aperçu qu'ils l'étaient, que c'était que des questions d'élastique, en fait, et donc on pouvait absolument les utiliser. C'était des millions, c'était pas quelques masques, et on les a distribués. On a décidé de ne pas obéir au gouvernement, de ne pas se laisser réquisitionner nos masques, mais de les donner directement, de les donner aux hôpitaux, à la PHP, de donner au secteur médico-social, de le donner à tous les gens qui intervenaient, y compris aux médecins libéraux, qui intervenaient pour soigner les gens ou pour aller au plus près des plus précaires et des plus fragiles. Et ça, on l'a fait extrêmement rapidement. Là encore, avant que le gouvernement réagisse, parce qu'en fait, moi, j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure sur la guerre. Moi, ce qui m'interpelle dans l'idée de guerre que M. Macron a prônée dès le départ, c'est l'idée que, en fait, une guerre, ça doit être rapide, certes, mais c'est centralisé. Et donc, c'est le contraire de ce qui doit être fait. Quand c'est centralisé, en fait, on va
assez lentement, surtout au niveau d'un pays entier. Et puis surtout, on ne fait rien remonter, tout vient du haut, tout est central, donc ça redescend. Et le temps de voir qu'en fait, ce qui se passe mal en bas, c'est-à-dire dans les régions, on a perdu des gens, et même les gens meurent, parce que là, c'est une crise sanitaire. Donc cette logique d'armée, en dehors même de toute idéologie, est une logique complètement contre-productive dans le cas d'une crise sanitaire comme celle-là. Ensuite, sur la question des tests aussi, qui est encore complètement d'actualité, on a souhaité, nous, très vite, avoir des tests auprès des populations, en particulier les plus fragiles, y compris asymptomatiques. Je vais donner l'exemple des EHPAD, parce que les EHPAD ont été particulièrement touchés. Et notre agence régionale de santé, à l'époque, de toute façon, c'était porté par le ministère de la Santé. C'était l'idée qui était édictée par l'État, c'était qu'on testait 3 personnes. Et si les 3 personnes étaient contaminées, alors on considérait que tout le monde l'était dans l'EHPAD. Et donc on isolait tout le monde. C'est tout. Et on ne testait personne d'autre. En fait, comme ça n'est pas possible d'isoler tout le monde dans un EHPAD, parce que là aussi c'est un manque vraiment de pragmatisme et de connaître comment ça marche, eh bien en fait il se passait qu'on ne faisait juste rien. Donc on laissait les choses en l'état avec un dispositif identique, simplement les gens étaient encore plus claquemurés dans l'EHPAD. Et nous, on a décidé, avec la maire de Paris, de tester tous les EHPAD, et quand je dis tous les EHPAD, c'est-à-dire tous les pensionnaires et tout le personnel, pour changer les dispositifs en cas de contamination et de faire des zones Covid+, de faire des zones Covid-, évidemment que le personnel contaminé rentre chez lui, parce que quand on ne le teste pas, il ne rentre pas chez lui, donc il continue de contaminer quand même les personnes, et donc d'avoir des dispositifs complètement adaptés dans chaque cas. On n'a pas, comme ça, on a pu faire ça très lentement parce qu'on n'était pas du tout aidé et pas pourvu pour ça. Évidemment, le temps n'a pas été assez rapide pour pouvoir sauver assez de gens, selon nous. Je pense que maintenant, par contre, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et l'État, je le dis parce que l'État ensuite a suivi. Ça, c'était intéressant parce que cet axe qu'on a mis, cette dimension, ce dispositif que nous avons mis en place à Paris, après l'État l'a mis en place lui-même quelques jours, quelques semaines après, et progressivement l'a fait dans d'autres villes et l'a fait au niveau national. Et je pense que ça, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que sinon je vais prendre tout le temps disponible, mais je pense que cet exemple-là, il est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, pour qu'une politique soit fonctionnelle, même une politique d'État, il faut qu'elle soit fondée sur les politiques de territoire et qu'elles aillent exactement dans le sens contraire que d'un chef de guerre. C'est-à-dire que vraiment, on s'ancre sur les politiques locales, sur le diagnostic local, et qu'on puisse, à un moment donné, pouvoir non seulement agir, mais pouvoir aussi donner la tonalité à l'État qui, lui, va comprendre comment faire, parce qu'il n'a pas forcément les outils ni le diagnostic pour le faire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu voir. Et d'ailleurs, les agences régionales de santé, en France, ce sont des agences régionales de santé qui, au départ, étaient une bonne idée, qui aurait dû être une vision décentralisée de la santé, une espèce d'avant-garde de la décentralisation en France, mais qui, malheureusement, est restée comme une préfecture santé, en fait. Donc, c'est-à-dire, en fait, qui prend les ordres de l'État et qui, finalement, ne fait que plus du même et n'a pas cette fonction qui devrait être celle des ARS. Et j'espère, dans la conclusion, que ça deviendra le cas, c'est-à-dire qu'on aura des agences régionales de santé qui puissent vraiment pouvoir être, comme tout à l'heure Madame disait, vraiment des ministères, des mini-ministères régionaux qui pourraient permettre de pouvoir répondre à des crises comme celle-là. Et pour terminer sur notre politique à Paris, il y a la séquence qui vient. La séquence qui vient, c'est une séquence où il va falloir vivre avec, où on est dans une situation où on ne peut pas simplement essayer de faire le bâton et la carotte, c'est-à-dire, attention, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou sinon on va tous vous reconfiner. Non, en fait, par exemple, les écoles, je vais donner un exemple que je n'ai pas traité jusque-là, mais les écoles, c'est pas soit la fermeture, soit on met tout le monde à peu près dans une situation normale, sauf qu'on leur met des masques.
les pauvres. Mais c'est à peu près tout ce qui est fait actuellement. Et on va ouvrir quelques locaux en plus à l'extérieur où on va les promener pour avoir un peu plus de place. En fait, ça, c'est une gestion à la petite semaine. C'est pas du tout une repensée de l'école. C'est le moment de se dire, si ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est possible. On peut même encore avoir une année de Covid. Eh bien, il va falloir complètement repenser l'école pour l'organiser autrement. Par exemple, faire une demi-journée scolaire avec des enseignants et une demi-journée de périscolaire. Réfléchir à l'organisation des journées dans l'école. C'est le moment. On ne peut pas se dire simplement on fait des toutes petites mesures. Et sur tout l'ensemble des dispositifs qu'on a en France, et en particulier dans les villes et les métropoles qui sont particulièrement touchées, on devrait pouvoir avoir ce type de repensée de dispositif, ce que n'a pas du tout, par exemple, notre ministère de l'Éducation. Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit. Donc, on n'a absolument rien. Et par exemple, on n'a même pas de distribution de masques en tissu. Par exemple, on pourrait donner à tous les élèves et tous les étudiants un pack pour les étudiants et pour les élèves. Eh bien non, ça n'est pas non plus fait par l'État. Alors évidemment, nous, on fait beaucoup de distribution encore. Par exemple, auprès des SDF, on a refait notre stock de masques, mais c'est parfaitement inégalitaire sur le territoire. Le rôle de l'État, s'il devait avoir un rôle quand même global, ce serait celui vraiment d'avoir une politique d'égalité sur le territoire. Et là, en plus de l'inefficacité, on a aussi du coup une politique hyper inégalitaire, puisque Paris étant une ville riche, nous, on peut arriver à faire beaucoup de choses, mais je vois nos voisins du 93 qui ont beaucoup plus de difficultés financières et qui n'ont pas la capacité que nous avons. Donc il y a vraiment un besoin de changement qui fait jour, je dirais, qui serait bien de commencer par la santé pour avoir ce changement en France. Merci beaucoup, Anne Suris. Et on retient justement de la comparaison franco-allemande cet enjeu de savoir doser entre le fédéralisme, en tout cas sur la décentralisation, et la coordination des politiques aussi au niveau national. C'est-à-dire qu'à la fois en Allemagne, on a un peu cette critique que si c'est trop géré indépendamment par les États, après il y a des questions que se posent les citoyens entre le bénéfice de telle ou telle mesure, mais donc il faut quand même qu'il y ait une coordination nationale, et inversement, côté français, on constate que malheureusement ça reste très centralisé, y compris avec l'ARS, qui n'interagit pas vraiment en coordination avec la région, si j'ai bien compris en tout cas ce qui se passait notamment dans la région Grand Est, qui était un grand problème pour le Bade-Wurtemberg. Charlotte Marchandise, on va prendre un peu de champ par rapport à ces deux cas, même si évidemment chacun était très important, mais on va essayer de regarder un peu le tableau global, puisque vous avez un peu travaillé sur le sujet et sur notamment une étude qui évalue quelles ont été les bonnes politiques qui ont été menées dans différents États comparables. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que tu peux nous dire, Charlotte, quelles leçons on peut tirer de ces premières études qui sont sorties sur la gestion de crise dans ces États-là? Oui, alors leçons, je me permettrai peut-être pas, mais il y a quand même beaucoup de ressources qui permettent de changer un peu de regard et de prendre une perspective mondiale, parce qu'effectivement, il y a un lien entre le local et l'État, mais on est dans un monde profondément mondialisé. Quand il n'y a plus de masques, les masques, on ne les produit plus en France. Donc la question de l'approvisionnement, elle est mondiale. La question de la pandémie, elle est mondiale. La question du vaccin va être une question qui est très traitée d'ailleurs au niveau franco-allemand, va être une question mondiale, parce qu'en plus, même s'il y a un vaccin, j'y reviendrai un peu, mais qui est produit quelque part, tout ne va pas être produit à cet endroit-là. Peut-être les pots en verre de conditionnement du vaccin seront produits ailleurs. Donc tout cet enjeu-là ne peut pas se regarder qu'au niveau national. Alors, oui, je voulais quand même préciser, je ne parle pas au nom de l'OMS. J'y travaille, mais je ne suis pas mandatée pour parler au nom de l'OMS. Donc, je parle en mon nom et de mon expertise, voilà, limitée, et avec des sources que je pourrais vous donner après. Je ne vais pas tout citer, sinon ça va être infernal. Alors, pour savoir déjà, est-ce que vous voyez un peu... parce qu'on parle de l'OMS, on en a plus parlé, hein, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait partie du système des Nations Unies. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre de salariés de l'OMS ? Allez. Ah, du coup, avec les masses, j'entends pas, mais 7000. 7000, c'est le staff de Rennes Métropole. Il y a à peu près 7000 consultants en plus. Mais voilà, l'OMS, c'est ça. Le budget de l'OMS, 4,4 milliards. C'est moins que le budget de la ville de Paris. Donc,
On demande beaucoup à l'OMS. L'OMS, c'est ça son budget, c'est ça son staff. Donc, c'est une organisation d'États membres. C'est les États membres qui décident combien d'argent on va lui donner. Et aujourd'hui, même si les États-Unis se retirent, ils retirent le budget d'un gros hôpital. C'est quand même pas quelque chose qui pèse sur leur budget de façon forte. Donc, il faut resituer ça. L'OMS permet, comme le font les Nations Unies, de se parler ensemble, de définir des règles, de définir des visions globales que les États vont ensuite appliquer ou que les régions vont appliquer. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'Union européenne. Et par exemple, on a un outil formidable qu'on n'a pas mobilisé, qui est le RSI, le Règlement sanitaire international, qui était quelque chose, ça fait longtemps, on dit on est surpris, la Covid, tout ça, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y aura des pandémies. Ce n'est pas une surprise, c'est des choses qui s'annoncent, il y avait les grippes aviaires, et donc il y a un règlement sanitaire international que tous les États membres ont signé. Et là, honnêtement, ça n'a pas été l'outil dont on s'est servi dans certains pays, oui, mais globalement, pas spécifiquement. Il y a d'autres outils qui sont en cours de mise en route, notamment sur les vaccins, avec une plateforme qui permet de booster la recherche, de faire partager les choses extrêmement vite. Et quand on parle des communs, quand on parle de ce qui se passe, c'est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit et le directeur général le dit beaucoup, de faire de la solidarité au lieu de mettre la souveraineté nationale au-dessus de tout et dire nous, on va mettre plein d'argent et on aura le vaccin en premier. Donc, il y a un enjeu, il y a une vision, il y a des valeurs qui sont portées extrêmement haut et dont on ne parle pas forcément assez souvent, mais qui sont fondamentales. Et là, l'axe franco-allemand essaye vraiment de pousser pour que l'OMS ait plus de poids sur les États membres. Parce qu'aujourd'hui, ils disent des choses, mais les États font ce qu'ils veulent. Et en France, on n'a pas du tout appliqué la doctrine de l'OMS, en tout cas au début. Quand on parle de réussite face au Covid, puisque c'était un peu l'objectif, de quoi on parle? On parle de réduction du nombre de morts relatifs par million. On parle de jours avec des morts, parce qu'il peut y avoir eu beaucoup de morts d'un coup, mais que ça diminue. On parle de combien de temps on a mis à incurver la courbe, et on parle de combien de pics on a eu. Parce que c'est tout cet ensemble-là de choses qui ont permis de faire des décisions. On parle aussi, évidemment, du bien-être de la population. Comment on s'est senti. On a beaucoup parlé là, de la troisième vague qui va être une vague de santé mentale. On constate dans certains établissements en France et dans le monde, là en France, sur les jeunes en décompensation, on a eu 30% de plus de décompensation par rapport à la même période. C'est-à-dire il y a des enjeux extrêmement forts pour la santé mentale. Et la parole gouvernementale, le fait de dire quelque chose, puis autre chose et d'avoir des doutes, c'est quand même pas, enfin je ne sais pas vous, mais globalement, ce n'est pas quelque chose qui renforce le bien-être de tout le monde. Donc ce qui s'est passé, c'est que les pays qui ont réussi, c'est des choix politiques. Il y a eu un leadership à un moment qui a pris un choix politique qui va à contre-pied des choix qu'on a pris ces dernières années, et qui a été de ne pas mettre l'économie en premier, de ne pas faire le choix économique, qui est un choix court-termiste en l'occurrence, mais de mettre la santé avant. Et en faisant ce choix-là, il y a eu des résultats et aujourd'hui on peut les prouver. L'étude, on la mettra, je ne sais pas comment, mais en tout cas je peux l'envoyer, qui est une étude en anglais qui va sur des pays comparables en termes d'habitants, en termes de revenus moyens, parce qu'on ne peut évidemment pas comparer la Nouvelle-Zélande et le Burundi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est des pays qui ont fait le choix du bien-être des habitants, c'est des pays qui ont fait le choix de travailler avec les habitants. Vous avez sans doute beaucoup plus entendu parler qu'avant de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Quand on lui a dit « vous avez fait un truc super bien », elle a dit « ah oui, mais on était une équipe de 5 millions ». Elle considère que l'équipe qui a gagné, c'est la population. Elle a fait des lives Facebook. Comment elle parlait avec les experts? Elle leur disait « toi, tu es l'expert en santé, explique-moi ». Donc on est sur une perception complètement différente du leadership. Il y a eu des conférences de presse pour les enfants. Il y a plusieurs premières ministres, parce qu'en l'occurrence, il y a un point commun dans ce leadership qui est quand même globalement des femmes, et assez majoritairement. Plusieurs qui ont fait une conférence de presse pour les enfants en leur disant on va prendre une décision qui a des impacts extrêmement forts sur les enfants, c'est d'arrêter l'école. Et mon boulot en tant que Premier ministre, c'est de leur parler directement. Il y a eu évidemment un lien avec le local. Et il y a une question d'équité, parce que moi j'ai été encore élue à Rennes sur la première phase Covid. Alors on a fait des trucs super, y compris en créativité, y compris ensuite là en retrouvant des événements artistiques au lieu de les faire grands, en faisant des événements micro dans les quartiers. Enfin, sauf que c'est pas satisfaisant, si notre devise c'est liberté, égalité, fraternité, de dire qu'il y a des villes qui ont des moyens, puis il y a des villes et des villages qui n'ont pas du tout les moyens. Et ça, c'est là où on a envie de mobiliser un peu l'État, et c'est un peu ce qu'on voit dans les pays qui ont réussi. Il y a aussi cette question de confiance.
Bolsonaro, il a viré son ministre de la Santé. Trump, bon, Trump, je ne vous fais pas le... voilà, Boris Johnson, il a raté les 5 premiers conseils sur le Covid. Il n'y est pas allé. Donc ça a mis vachement longtemps avant qu'il se rende compte, parce qu'il n'y va pas. Donc il y a la question, voilà, alors ça je saute. Si, quand même, sur les écoles, là en Italie, ils ont recruté pendant l'été 80 000 enseignants. Ah ben oui, alors du coup, on va pouvoir faire des trucs. Hein. Donc, le Covid, qu'est-ce qu'il fait? Il menace le fait que la priorité économique soit la première. Il change complètement le temps de la décision. Et il peut créer une vraie confiance, un vrai état. Là, la première ministre néo-zélandaise, elle a décidé de reporter les élections, et même son opposition est dit vachement bien. Ou alors, elle peut créer quelque chose qui est aussi aujourd'hui assez dramatique et qui est une des priorités de l'OMS, qui est une perte de confiance et le fait de ne plus savoir quelles sont les règles. Et je suis sûre que dans la salle, il y a plein de questions de se dire, mais au fond, moi, je ne sais plus. Les masques, pas les masques, ceci, cela, est-ce que je dois remettre mes enfants à l'école? Et tout le travail qui reste, et ça serait chouette qu'on puisse avoir le leadership des villes, c'est un peu ce qu'on essaye, des villes et des États, de voir comment on peut créer un mouvement à l'image des villes qui se crée aujourd'hui, un mouvement mondial pour que ces leaders qui ont réussi à mettre la santé au-dessus puissent montrer qu'économiquement ça vaut le coup, parce qu'en fait sur le long terme c'est quand même vachement mieux, et puis surtout faire accepter que en fait ça ne va pas être derrière nous et ça ne va pas être 3 mois. Le Covid, la Covid, elle est là et elle ne va pas partir comme ça. Et donc comment on s'habitue à ça? Comment on trouve des stratégies de résilience, comment on trouve des stratégies de solidarité, comment on trouve des stratégies de quartier et de relocalisation pour faire face à ces pandémies, et puis des solidarités entre États. On a le choix de se battre autour du vaccin et de toutes les autres questions des produits d'assistance, et on a le choix de faire une union des nations. J'ai fini. Merci beaucoup, Charlotte Marchandise. Très bon mot de conclusion par ailleurs, puisque malheureusement on n'a plus le temps, puisqu'il faut pouvoir enchaîner avec les autres ateliers. Désolé encore pour les problèmes techniques qu'il y a pu avoir. J'espère que vous avez quand même pu retirer quelque chose de cette comparaison franco-allemande. Évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est encore disponible. En tout cas, moi, je suis disponible pour vous répondre. Et vous pourrez aussi retrouver mon contact sur le site de la Fondation Heinrich Böll. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci encore à Anne Swiris et à Charlotte Marchandise et aussi à Léonie Dirks qui était en direct. Merci. Et aux interprètes, par ailleurs, qui ont vraiment apporté quelque chose aussi à cette conférence et qui sont essentiels pour notre travail et la coopération franco-allemande.